De retour sur le plateau du Grand Soir, ce soir, ça se discutera autour de la commercialisation des logements sociaux au Bénin, accessibilité ou enjeux économiques, et de la gratuité des traitements de dialyse au Bénin, nécessité ou défis financiers. Avec moi sur ce plateau, à ma droite, Monsieur Julio Tometti. Bonsoir, Monsieur Tometti. Madame Lawson, bonsoir. Bonsoir au plateau et aux téléspectateurs. Vous êtes journaliste, vous êtes juriste, analyste politique. À ma gauche, Monsieur Adrien Tchomakou. Bonsoir, Monsieur Tchomakou. Bonsoir, Madame Maëlle. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette émission de suggestion, de dénonciation, cette émission de vérité, cette émission de dénonciation preuve à l'appui. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique. Comme je le disais tantôt, la commercialisation des logements sociaux au Bénin est une préoccupation tant pour les autorités que pour les populations à faible revenu. Alors que des programmes ambitieux comme celui de 20 000 logements socio-économiques sont en cours de réalisation, des questions se posent sur leur accessibilité réelle et les coûts de cession récemment approuvés. Les prix pratiqués répondent-ils aux attentes des populations ciblées? Ce soir, nous allons analyser les enjeux de cette commercialisation. Alors, Monsieur Tometti, en tant que juriste, comment évaluez-vous le cadre légal de mise en place pour la commercialisation des logements sociaux? Bon, en parlant du cadre légal, il faut simplement retenir que, en fait, ça a été inscrit dans un processus. En 2018, le Bénin s'est doté pour une première fois d'une loi encadrant le bail à usage d'habitation, notamment le régime juridique, la loi portant régime juridique du bail à usage d'habitation. En 2022, cette loi a connu une relecture en y intégrant en fait la possibilité de location à cession. Location à cession que les gens ont compris en ce moment-là comme étant en fait le mécanisme par lequel le locataire peut devenir propriétaire en fait du bien immobilier qu'il a loué. Mais il faut dire en fait cela part d'abord du contrat initial, que cela a été prévu en fait comme une option en fait dans le contrat initial. Et donc nous sommes en train de comprendre en fait que cela c'était pour en fait s'aligner un peu sur ce processus de commercialisation en fait des logements sociaux, parce qu'en vérité le mécanisme c'est ça. Nous avons deux catégories de logements. Il y a les logements sociaux et les logements économiques. De sorte que en fait le mécanisme c'est que vous êtes dedans en tant que locataire pour un certain nombre d'années, et lorsque vous auriez sur les thèmes de contrat comment dire, payé conformément à ce qui a été arrêté pendant le nombre d'années pour couvrir en fait le coût, en fait vous devenez propriétaire. En fait c'est que vous êtes propriétaire, mais jusqu'à aller à l'épuisement. Mais avant l'épuisement, avant l'échéance, c'est que vous étiez toujours considéré comme un simple locataire. Donc c'est simplement ce qu'il y a lieu de comprendre pour dire en fait que les gens ont travaillé à baliser, si on peut dire, le cadre légal pour en fait véritablement se conformer à la mise en œuvre en tenant compte en fait de l'objectif visé par en fait ce vaste programme. Mais est-ce que cette accessibilité est vraiment favorable aux populations à faible revenu? Justement, c'est pour les populations à faible revenu. Vous savez, il y a depuis 2022, il y a eu les critères d'habitat, les critères d'attribution. D'accord. D'abord les types de logements, comme je disais tantôt, qui étaient de deux catégories, les logements sociaux et les logements économiques. Les logements sociaux, par exemple, qu'ils ont nommé ceux de la catégorie D, qui sont accessibles en fait en priorité ou bien rien que pour, par exemple, pour les fonctionnaires dont le revenu ne dépasse pas 300 000. Donc, et que ce sont des fonctionnaires qui, l'autre conditionnalité, qui n'ont jamais de titre de propriété, qui n'ont jamais de propriété immobilière en leur nom. Donc, en fait, c'est pour garantir, en fait, l'accès au logement à des catégories d'agents qui, d'abord, n'ont pas encore eu les moyens jusque-là de s'offrir, en fait, une parcelle, une maison, et dont le revenu mensuel ne dépasse pas 300 000. Donc, ça veut dire, en fait, comme nous sommes en train de le dire, c'est véritablement pour ceux qui ont un revenu
ce qu'on appelait les revenus moyens d'une certaine façon. Après ça, il y a les logements de type économique, d'accord, qu'ils ont mis dans la catégorie A, B et C, il y a l'option d'achat et l'option location, accession. Donc, les conditionnalités ont été définies en tenant compte notamment des critères de, comment dire, de nécessité ou de conditions de vulnérabilité dans lesquelles, en fait, les personnes se trouveraient. On a exclu complètement ceux qui ont déjà, en fait, une certaine suffisance, d'accord, en matière de logement. Si vous avez, par exemple, peut-être déjà une maison qui vous appartient, vous n'avez, comment dire, vous n'êtes pas éligible, d'accord, à ces logements sociaux. C'est essentiellement pour, en fait, évacuer un certain nombre de préoccupations que les gens nous recevrent pour dire est-ce que ça ne va devenir, en fait, un centre d'affaires pour certaines catégories de personnes qui peuvent avoir acquis, en fait, ces logements-là pour tenter, en fait, de les revendre ou de faire de la sous-location d'une certaine façon. Donc, il faut se rendre compte que toutes ces options sont exclues et donc, comme son nom l'indique, ce sont des logements véritablement sociaux pour pallier à une difficulté de logement. Bien évidemment. Alors, M. Tchobako, est-ce que vous abondez dans le même sens que M. Tomati en ce qui concerne la réelle accessibilité des logements sociaux aux populations de classe moyenne ou d'un faible revenu? Affirmatif, Madame Lafson Maël, je pense que c'est bien prononcé le nom. Ce qu'il faut d'abord noter, c'est quoi? C'est qu'il faut saluer la volonté politique du gouvernement Patrice Talon à vouloir à ce que chaque citoyen ait son logement. En réalité, tout part de là, c'est une volonté politique. Si le gouvernement décide à construire sur tout le territoire national plus de 20 000 logements sociaux, c'est parce que le gouvernement lui-même a compris l'enjeu et que l'enjeu est de taille. Le gouvernement est conscient de ce que quand on parle de la location aujourd'hui, quand on parle du logement, quand les fonctionnaires de l'État prennent leur salaire, la première des choses qu'ils défalquent de leur salaire, c'est bel et bien le loyer. Écoutez, quand vous défalquez par exemple 50 000 francs ou 30 000 francs ou 25 000 francs de votre salaire, on sait déjà combien ça pourra vous rester. Et je pense quand même que le gouvernement, tout en réfléchissant, a opté pour cette volonté d'amener chaque Béninois, d'abord prioriser les fonctionnaires de l'État, à avoir chacun en ce qui le concerne son logement. Et là, c'est ce qui a amené le gouvernement à opter pour cette politique de logement social et de logement économique. Le juriste vient de l'expliquer tout à l'heure. Il a expliqué un peu ce qu'on entend par logement social et logement économique. Ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que ce qu'il faut comprendre, le gouvernement, dans sa politique, devrait à ce que chaque individu ait son logement, a d'abord procédé à viabiliser toutes les zones où ces logements socio-économiques sont érigés. Aujourd'hui, maintenant, si vous faites un tour à Ouedo, par exemple, je prends un exemple parmi tant d'autres, écoutez, là où se trouvent les logements sociaux, les logements économiques à Ouedo, vous pouvez vous dire, sans vous tromper, que c'est un petit Paris. C'est-à-dire, il y a la voie, il y a l'électricité, il y a tout, il y a l'eau. C'est beau. La zone a été urbanisée, très bien viabilisée. Le gouvernement, tout en prenant cette décision, a injecté plusieurs milliards de francs CFA. Et quand on parle d'accessibilité, vous dites? Près de 20 milliards de francs CFA ont été... Oui, près de 20 milliards de francs CFA ont été injectés. Et ces montants, ça se comprend. Quand je prends par exemple, à part la viabilisation de la zone, il y a ce que nous pouvons entendre par, comment ils appellent ça, c'est-à-dire, tout est mis en place aujourd'hui au point où, d'ici quelques mois, je pense que la procédure d'opérationnalisation de ces logements sociaux vont commencer. Il faut dire qu'aujourd'hui, en l'État, nous pouvons d'abord décerner un satisfait au gouvernement pour cette idée géniale. Nous avons vu un peu par le passé, sous Boni Yahi, cette volonté politique aussi, mais finalement, on a compris que des logements sociaux, vous êtes dans des brousses. Quand vous allez par exemple à Lokossa, les logements sociaux que le gouvernement Boni Yahi avait construit, on a vu comment la qualité se trouve, c'est vraiment déplorable. C'est-à-dire il y a une nette différence aujourd'hui et tout individu aura la volonté d'aller s'installer dans ces logements sociaux.
Par rapport à l'accessibilité, ce qu'il faut noter, c'est quoi? C'est que, d'abord, quand nous prenons, tel que le juriste l'a dit tout à l'heure, quand nous prenons par exemple les logements sociaux, quand on parle de logements sociaux, c'est d'abord pour les agents permanents de l'État qui ont un faible revenu, qui ont un salaire plus ou moins moyen. Et c'est des gens qui n'ont pas pour le moment une propriété immobilière. C'est ce que disent les tests. Parce que la loi a été votée à l'Assemblée, puis par la suite retouchée par les députés. Donc 2 fois déjà, il y a 2 lois, c'est-à-dire c'est la dernière qui est finalisée, qui est consacrée surtout à cela. Je pense quand même que en l'état, le ministre du cadre de vie a beaucoup à faire. Parce qu'il y a certes une commission qui a été mise sur pied pour que dès que la réparation, la distribution, la procédure pouvant amener les citoyens béninois, surtout les agents permanents de l'État, à enclencher ce qu'on appelle location-accession. Quand ça va commencer, il ne faudrait pas que les gens ne soient pas lésés. Mais la grosse préoccupation demeure. Puisque j'ai suivi par exemple le ministre du Travail et de la fonction publique, je l'ai suivi il y a 2 semaines sur l'ORTB, où il parlait, elle de moi, madame la ministre, évoquait les salaires des fonctionnaires de l'État. C'est vrai, au Bénin aujourd'hui, le fonctionnaire de l'État le moins payé, son salaire c'est 80 000 francs CFA. Est-ce qu'un agent permanent de l'État qui gagne 80 000 francs peut avoir accès à un logement social? Bon, puisque les textes disent quoi par rapport à un logement social, pour pouvoir l'avoir, vous intégrez, quand vous remplissez les formalités, vous payez coup par mois, c'est une location, et vous êtes dedans, et 25 ans après, au plus, ça devient votre propriété. Donc, le problème demeure. Je pense que le gouvernement qui dit que quand vous intégrez, et que vous commencez par payer, chaque fin d'année, il y aura une augmentation, un taux de 3,5% qui doit s'ajouter. Ça veut dire que certainement, avec le temps, le gouvernement aussi va continuer à augmenter la masse salariale pour que les gens aient les moyens de remplir leur engagement. Donc, c'est en résumé ce que je peux dire. Par rapport au logement, comment vous appelez ça, économique, les logements économiques, oui, ça, c'est-à-dire le gouvernement a ouvert le champ à plusieurs personnes. Et parce que même vous qui êtes dans le privé, si vous n'avez pas encore un logement, vous pouvez vous rapprocher pour remplir des formalités. Parce que là, il vous faut un peu de moyens, bien que c'est toujours accessible parce que quand on défalque de la réalisation qui a été faite, et la zone qui a été viabilisée, c'est-à-dire le préfinancement qui a été fait, je pense quand même que le gouvernement a félicité dans ce domaine. Oui, exactement. Monsieur Tobetti, hormis les efforts du gouvernement pour rendre accessibles les logements sociaux à tous les citoyens, est-ce que la cible est vraiment informée ou bien a une nette perception des coûts et des critères de sélection? Ce qui est disponible. Les bénéficiaires. Oui, il faut dire que nous sommes tous bénéficiaires, a priori. En tenant compte de la catégorisation, nous sommes tous bénéficiaires. Et le Béninois moyen, je pense, a l'information. Et en termes d'information, ce qui est accessible aujourd'hui, ce sont les critères d'attribution. Et donc, chacun peut déjà se voir et se catégoriser pour voir à quel type de logement il peut avoir accès. C'est pourquoi le mécanisme a prévu en fait une phase de pré-réservation, ce qui permettra notamment en fait aux gestionnaires, en l'occurrence la société CIMO et le ministère du cadre de vie, de pouvoir évaluer bien entendu en fait les besoins. Donc en termes de critères, c'est ce que nous venons de dire. Ce qui n'est pas encore disponible plus formellement, ce sont les coûts qui ont été approuvés dernièrement en Conseil des ministres. Nous attendons que ce soit mis à la disposition du public pour pouvoir l'évaluer. Ce qui est sûr, moi je ne suis pas autant inquiet par rapport à la question du coût ou d'accessibilité. En ce sens simplement que, en fait, le gouvernement en priorité connaît en fait la bourse du fonctionnaire.
Et donc, de ce point de vue, je pense qu'en fait, les coûts vont s'arrimer, d'accord, à la moyenne. Comme vous l'avez dit tantôt, c'est ceux qui ont un salaire, je peux même oser, hein, parce qu'on ne sait pas trop, peut-être la toute dernière catégorie, jusqu'à ceux qui gagnent maximum 300 000 francs, et en tenant compte du type de logement, parce que je ne pense pas que ça soit des mêmes types d'une certaine façon. Vous pouvez avoir des logements de type, comment dire, F1, F2, c'est-à-dire ce que nous entendons par peut-être chez nous entre couchés, 2 locaux, 3 locales, ainsi de suite. Et donc, ça pourra éventuellement permettre aux uns et aux autres, en tenant compte de sa capacité d'y avoir accès, notamment en ce qui concerne les logements sociaux. Les critères, l'autre chose qu'il faut ajouter en parlant des critères, c'est que je pense qu'il ne faut pas que l'individu soit encore au moins à 15 ans de sa retraite, d'accord, pour pouvoir véritablement avoir la possibilité de poursuivre ou de faire tout le reste du temps, éventuellement, la question de pension va pouvoir régler. Sinon, ce qui est prévu, c'est entre 17 ans et 25 ans maximum, en fait, de paiement mensuel. De ce point de vue, je sais, comme je le sais, un peu comme je le disais tantôt, le gouvernement, c'est lui qui gère la fonction publique, qui connaît, en fait, la capacité financière, en fait, des fonctionnaires, et donc les gens sauront arrimer, en fait, cette capacité financière aux coûts qui auront été arrêtés pour que véritablement ça apporte son nom de logement social. Je suppose que je suis bénéficiaire éligible, j'ai un salaire moyen, mais je ne veux pas faire jusqu'à 25 ans, 30 ans peut-être avant d'acquérir. Je veux peut-être l'acquérir d'ici 5 ans, peut-être payer cash. Est-ce que des dispositions sont prévues à ce niveau? Bien sûr, des dispositions sont prévues. Il y a l'option de paiement cash, comme nous venons de le dire. Il y a l'option de la location-acception. Il y a l'option de la location-acception qui permet en fait de déposer un certain quota lors de l'acquisition, en échelonnant en fait peut-être le reste qui conviendra, le reste par rapport au temps qui conviendra pour quand même boucler. Je pense que d'une manière ou d'une autre, les formules qui ont été mises, ce sont les formules les plus générales pour contenter d'une certaine façon tout le monde. Maintenant, de manière spécifique, ceux qui ont un certain nombre de capacités pourront, si vous ne voulez pas payer en 15 ans, en 20 ans, vous avez bien entendu l'option de pouvoir le régler le plus tôt possible, comme cela vous enchanterait, comme vous en aurez les possibilités. Je pense qu'en fait, tous les mécanismes, d'une certaine façon, peuvent être possibles. L'autre chose à quoi je pense un peu, c'est que vous avez peut-être fait l'option de payer sur 15 ans, sur 20 ans, mais il arrivera un temps peut-être, vous êtes en de meilleure fortune, vous pouvez, d'une certaine façon, puisqu'on le fait déjà dans la pratique, comment dire, faire un paiement, comment dire, avant échéance d'une certaine façon. Mais ce qui est, en fait, en termes de priorité, en fait, pour le gouvernement, en termes par rapport à la gestion de ces logements sociaux, c'est de pouvoir, comme je disais tantôt, tout mettre en œuvre, d'accord, pour que comme le disons tantôt, le fonctionnaire moyen puisse avoir la possibilité, d'accord, celui qui, bien entendu, il faut le repréciser, n'a pas encore une propriété immobilière, puisse avoir, en fait, la chance d'avoir accès et d'évacuer, en fait, de son quotidien ce risque, un jour, peut-être d'être confronté aux difficultés de logement. L'autre chose qu'il faut ajouter, c'est que ça va peut-être amener en fait un certain nombre de dynamiques au niveau du marché immobilier. Vous savez un peu comment l'accès au logement est aujourd'hui difficile. C'est devenu un monde complètement en fait un bouée économique d'une certaine façon. Il y a comment dire, c'est pas, je ne pas parler même de capitalisation d'une certaine façon. Ça devient extrêmement difficile. J'ai bon espoir que ça va d'une certaine façon amener à diminuer l'offre, à diminuer la demande en termes de location, ce qui aura, bien entendu, nous l'espérons bien, un impact positif sur le coût de l'accès au loyer pour le privé. Si un logement était peut-être à 20 000 le mois, j'ai bon espoir qu'avec ce mécanisme-là, dans surtout les milieux, les 14, parce que c'est prévu jusqu'à 14 sites, de certaine façon, pour le moment. Donc ça va sans doute amoindrir d'une certaine façon dans ces zones-là le coût du logement parce que la demande se trouverait amoindrie. À
Alors, Monsieur Tchomakou, en ce qui concerne les coûts et les critères de sélection, en tant que journaliste, quel rôle doit jouer les médias pour garantir une transparence dans la vulgarisation et la distribution des logements sociaux au Bénin? Madame Maëlle Lafson, il faut dire que la série de communication du gouvernement, je veux parler de la direction de communication, a beaucoup à faire. Cette direction que dans les tout prochains jours, nous allons assister à une communication sans faille de la part de la série de communication pour que les Béninois puissent comprendre que premièrement, le processus est lancé. Le processus étant lancé, quelles sont les formalités à remplir, quels sont les montants à payer afin que les gens puissent savoir où mettre la tête. Que les gens savent désormais que, bon, je vais me lancer dedans. Une chose est claire, qu'ils vous souviennent que le ministre du cadre de vie, son Excellence M. Tourato, avait déclaré en 2022 que s'agissant des logements sociaux, une fois les formalités remplies, les bénéficiaires peuvent intégrer compte 0 francs. C'est ça. Oui. Les bénéficiaires peuvent intégrer compte 0 francs puisque vous avez votre fiche de paye en tant qu'agent permanent de l'État. On va commencer par vous faire des défalcations mensuelles. Et je pense que ça, c'est un grand acquis. C'est quand il s'agit des logements économiques, s'agissant des logements économiques, là, il faut d'abord déposer quelque chose. Il faut déposer quelques millions, quelques liasses de francs CFA afin que vous puissiez maintenant prendre un engagement pour montrer votre bonne foi à ce que vous devez régler par telle échéance, le reste du montant évalué par rapport à votre logement. Je pense quand même que c'est une très bonne initiative, une démarche salutaire, même si le gouvernement, je parle du gouvernement Boni Yahi, avait voulu procéder ainsi et par la force des choses, et avec la mafia qui avait entouré cette affaire, où aujourd'hui il y a plusieurs logements sociaux qui constituent... C'est deux gouvernances différentes. Tout à fait, c'est pour dire que le gouvernement Patrice Talon aborde dans le bon sens. Le gouvernement Patrice Talon, par rapport aux logements sociaux, a réussi alors que le gouvernement de Dr Boni Yahi a échoué. Dans ce sens, c'est clair que Patrice Talon a une fois encore montré au peuple béninois qu'il est capable de continuer à relever des grands défis. Écoutez, vous-même, je vous dis, faites un tour à Ouedo. Vous allez croire que Ouedo, que c'est petit Paris. Donc je pense quand même que la série de communication du chef de l'État va prendre toutes les dispositions comme ils savent bien le faire d'ailleurs. Cette série de communication sait bien jouer le rôle et je pense quand même que nous serons tous appelés à accompagner cette démarche pour que la population à la base, pour que les agents permanents de l'État, même les acteurs, les hommes d'affaires, puisque eux aussi, ils ont la possibilité de l'autre côté, quand on parle des logements économiques. Toutefois, moi je continue de le dire, et ça c'est mon inquiétude personnelle, je demande à M. Tonato, qui a en charge de la distribution des logements sociaux, puisque c'est sous le ministère du cadre de vie que la commission qui est chargée de dérouler cette feuille de route se trouve. Il faut que cette commission soit complètement impartiale, que cette commission veille à ce que les critères soient bien respectés, que cette commission qui chargera bien sûr de distribuer ces logements sociaux et ces logements économiques fasse le travail selon les tests, qu'il n'y ait pas de copinage, pas du tout. Je pense quand même que de temps en temps, il y aura une évaluation, il y aura des audits et les sanctions vont tomber si éventuellement des gens vont toujours continuer à dérouler des techniques de roubladisme dans notre pays en la matière. Pensez-vous que les médias ont suffisamment couvert la question des logements sociaux? Madame Maëlle, vous êtes journaliste tout comme moi. Je pense que même le mercredi en Conseil des ministres, le gouvernement a statué sur ça. Ça a été largement relayé par la presse et je pense quand même qu'au moment opportun, la série de communication du président Patrice Talon ferait mieux
de continuer cette communication, parce que là, on ne va plus parler du journalisme, ce serait de la communication. La communication à outrance pour que les gens comprennent l'enjeu, pour que les gens sachent que maintenant, chaque agent permanent de l'État peut avoir son logement social. Pour que l'information atteigne la véritable cible. Tout à fait. La véritable cible sera servie. Les gens seront informés par le biais de la presse, par le biais de la cellule de communication du gouvernement. Je sais quand même que ces aînés qui sont membres de cette cellule de communication savent bien le faire et qu'au moment opportun, des conférences de presse seront organisées, des communiqués seront relayés par des chaînes de radio et de télévision ainsi que la presse écrite. Même aujourd'hui, nous parlons du numérique où les réseaux sociaux jouent un rôle phare. Écoutez, est-ce que vous convenez avec moi, Madame Maëlle, même si c'est vous qui posez les questions, que aujourd'hui sur les réseaux sociaux, nous découvrons des merveilles du Bénin. Nous découvrons c'est-à-dire les logements sociaux déjà réalisés. Est-ce que vous voyez les images, les spots diffusés? Est-ce que ce n'est pas bon? Est-ce que ce n'est pas beau? Donc c'est pour dire déjà que la communication a commencé. La communication a commencé depuis environ 6 mois comme ça. Et je pense que l'heure a sonné pour que cette communication soit intensifiée. Une communication, c'est les moyens. Il faut que le gouvernement mette aussi la main dans la poche pour mieux communiquer afin que la cible soit informée. Alors, Monsieur Tometi, quel obstacle pourrait freiner à l'avenir la mise en œuvre de ce projet? Obstacle, je ne vois pas trop encore. Ce sur quoi je voudrais rapidement revenir. En termes de coûts financiers investis dans ces logements, et si finalement sur 20 000 logements mis à disposition, il n'y a que peut-être 5 000 ou 10 000 qui soient occupés? Non, en fait, les perspectives sont très optimistes. En fait, ce qu'on craint même, c'est que les besoins ou la disponibilité aujourd'hui n'atteignent pas le besoin d'une certaine façon. C'est ce qui est craint. Et le gouvernement aura donc peut-être à redéfinir, comment dire, son PHG pour relancer, rechercher d'autres sites pour relancer la construction de ces logements sociaux. Sinon, pour vous dire en fait que les perspectives sont très optimistes par rapport à ça. Ce qu'on craint, c'est que les gens en aient besoin et qu'ils n'y trouvent pas d'une certaine façon. Vous parlez de communication tout à l'heure. Pour que ça marche bien, je voudrais dire rapidement quelque chose. Il faut que la communication soit orientée vers un objectif. L'objectif, c'est que l'information atteigne les personnes, la cible. Et pour que cela arrive, il faut que nous essayions de dépolitiser ça un peu. Lorsqu'on va mélanger un peu, comment dire, tel gouvernement n'a pas pu réussir, ça va très vite braquer en fait les positions. En fait, quelqu'un qui tombe sur une communication comme ça très vite ne va pas attendre pour voir en fait ce qui est visé en fait en termes de finalité. On va se mélanger quelque peu dans des considérations politiques et ça ne se va pas bien en fait pour les faire rechercher pour cette communication là. Ce qui est sûr aujourd'hui en fait c'est quoi? Les personnes cibles, ça veut dire que ce sont les fonctionnaires, d'accord, et après les autres catégories. Donc les personnes cibles sont au moins les personnes qui ont accès à l'information par tous les canaux d'une certaine façon. Donc, comme Télé le fait déjà, j'ai bon espoir en fait que ça va devenir en fait au moment opportun un sujet d'actualité, d'accord, que toutes les chaînes de radio, de télévision, la presse écrite et tout, les canaux digitaux, en fait, tout le monde va s'y mettre, comme nous savons bien sûr le faire, d'accord, pour que la cible soit vraiment atteinte d'une certaine façon. Donc, moi, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à ce que, est-ce que les gens vont prendre les logements. Je suis plutôt inquiet de ce que, est-ce que tous ceux qui vont exprimer le besoin pourront être satisfaits. Monsieur Tchobakou, est-ce que vous ne voyez pas des obstacles à l'avenir? Est-ce qu'à l'avenir, comme les logements sociaux de l'ex-président Monsieur Thomas Boni, est-ce que le reste des logements en construction ne serait pas laissé? Madame Maëlle, je voudrais répondre très rapidement à mon aîné Julio. Écoutez, dans les normes, et c'est en cela, moi je dis,
le gouvernement doit continuer à poursuivre des délinquants fiscaux. Vous avez vu, faites un tour à Lokossa, les logements sociaux que son Excellence Thomas Boni Yahi avait œuvré pour. À Lokossa, ces logements sociaux végètent aujourd'hui dans la brousse. Ça constitue un éléphant blanc. C'est des milliards qui ont été injectés en l'air. Ne pensez-vous pas qu'il faut auditer tout ça? Je ne dis pas de rendre gorge, mais que ceux-là qui ont bouffé, ceux-là qui ont amené d'une manière ou d'une autre le gouvernement d'alors à ne pas réussir cette action soit poursuivie. Donc je pense quand même que... Cela ne concerne peut-être pas le gouvernement actuel. Vous dites? Cela ne concerne peut-être pas le gouvernement actuel. Le gouvernement est une continuité. L'administration est une continuité et les milliards injectés, ce sont les sous du contribuable béninois. Donc nous sommes tous appelés à recouvrer nos sous. C'est des milliards qui sont volatilisés dans la nature comme ça. Répondant à votre préoccupation, vous me demandez si je n'ai pas des inquiétudes. À l'avenir. Non, il ne peut même pas avoir d'inquiétude. Écoutez, c'est pourquoi je vous demande de faire un tour avec vos caméras et vous allez découvrir les merveilles que je suis allé voir à Wedo. Vous ne pouvez pas voir ça là et ne pas chercher à avoir un logis dedans. Vous devez chercher à avoir un logement parmi ces beaux logements sociaux. Je pense quand même que le gouvernement de Patrice Talon connaît le goût. C'est un gouvernement qui connaît, c'est-à-dire c'est un gouvernement qui mise sur la finition, sur la qualité de ce qu'il fait. Ce n'est pas de mes habitudes de féliciter un gouvernement, mais je pense quand même que ce que Patrice Talon a fait en matière de logement social, de logement économique, c'est une belle action, une bonne action, une action vraiment salutaire, hautement salutaire, une action qui doit servir d'exemple à son successeur. C'est de ça qu'il est question. Puisque constitutionnellement, le chef de l'État est partant en 2026, donc quand même, il est souhaitable que celui-là qui doit prendre la relève sache qu'il doit continuer à miser sur la qualité de ce qui doit être fait. Avez-vous quelque chose à ajouter sur cette thématique de la commercialisation des logements sociaux? Ce que j'ai ajouté, c'est très simple. Il faut que la commercialisation, la commission qui est chargée de cette commercialisation, il faut que cette commission fasse son travail selon les tests réglementaires, qu'il n'y ait pas de copinage, qu'il n'y ait pas d'affairisme, que les opérateurs économiques ne jettent pas des milliards ou tenter de corrompre ceux qui seront membres de cette commission pour rafler beaucoup de mises, pour avoir beaucoup de logements sociaux. Ils sont même interdits d'en avoir. Donc je pense quand même que l'heure a sonné pour que la justice ait un regard sur cette affaire, que la criette sache que si à la moindre éclatade, que les gens vont devenir son client. Merci, Monsieur Chomako. Monsieur Tometi, avez-vous quelque chose à ajouter? Non, simplement, il faut dire que le bras ouvrier, en fait, de la commercialisation, notamment la Société immobilière d'aménagement urbain, entendue par la CIMO, d'accord, joue convenablement son rôle. Que en cette matière, le processus qui a été défini soit respecté, ce qu'elle définit comme condition d'accès le soit, et que le suivi aussi, en fait, soit de mise d'une certaine façon. Il ne reste qu'à souhaiter, ou à continuer de souhaiter plein succès à ce projet pour que ça donne de l'émulation. Ça permet au gouvernement de se concentrer en fait sur d'autres aspects de la politique publique qui continue de satisfaire les populations. Merci, Monsieur Tomati. Autre sujet, la question de la gratuité des traitements
au Bénin préoccupe aussi. Alors que de nombreux patients souffrent d'insuffisance rénale, le coût élevé des soins reste un obstacle pour les familles. Récemment, l'État a pris des mesures en exonérant les kits de dialyse, mais est-ce suffisant pour répondre aux besoins de la population? Monsieur Tchomako, comment les citoyens perçoivent les mesures actuelles du gouvernement comme l'exonération des kits de dialyse? Une très bonne mesure prise par le gouvernement. Vous savez, les dialysés, ça, je ne suis pas leur porte-parole, je ne suis même pas dialysé, mais je pense quand même que les dialysés souffrent. Les dialysés souffrent en République du Bénin, pas au Bénin seul, c'est en Afrique en général. Écoutez, combien de Béninois accepteraient-ils qu'on puisse enlever une partie de ses reins pour pouvoir procéder à une implantation à son collègue ou à son frère? Je pense que ce serait très très rare en République du Bénin. Le gouvernement a pris des dispositions, le gouvernement continue de prendre des mesures salutaires, mais je pense que le gouvernement joue correctement sa partition, mais ce n'est pas encore ça. Pour moi, la véritable préoccupation, c'est comment faire pour qu'on puisse réduire les dialysés. Parce qu'il n'y a pas de jour, ça va s'ajouter. Aujourd'hui, le gouvernement va toujours continuer à prendre des mesures, mais je pense quand même que c'est notre éducation qui va nous amener à réduire ce taux de dialysés en République du Bénin, c'est-à-dire notre nourriture. Nous devons savoir quoi manger, on doit savoir quoi boire, que les gens cessent de consommer assez d'alcool. Quand je dis alcool, c'est général. Alcool, nous allons en consommer, mais soyons modérés. Je ne suis pas en train de faire une mauvaise publicité pour les grossistes, les commerçants des produits alcoolisés, mais buvons de façon responsable. Prenons assez d'eau, de l'eau potable. Et je pense qu'en la matière, le gouvernement, vous avez vu le conseil des ministres du mercredi passé, le gouvernement a lancé une procédure de 117 forages au nord du Bénin, la construction des forages. Donc je pense quand même que le gouvernement est à pied d'œuvre. Nous devons continuer la sensibilisation. Quand je dis nous, c'est nous, acteurs des médias, c'est les gens de la société civile, les ONG surtout, et le gouvernement en plus. Nous devons bien manger. Je ne parle, quand on dit bien manger, ce n'est pas manger chaque fois du riz ou bien de la pâte. Varions nos nourritures. Mangeons pour manger. Il faut manger pour vivre. Faisons l'effort de bien manger. C'est très important. Pour réduire les cas de dialysés au Bénin. Alors, monsieur Tometi, vous abondez dans le même sens? Bon, oui. Les citoyens, comment les citoyens? Je suis d'accord que la prévention, les mesures de prévention peuvent être une mesure sérieuse pour pallier en fait les difficultés, en fait, notamment par rapport aux dialysés. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut peut-être préciser le contexte. Le contexte dans lequel nous étions, c'est que jusqu'en 2019, il y avait depuis le gouvernement Kéréko, en fait, il y avait une subvention, d'accord, pour la gratuité des dialyses. En faisant l'état des lieux, en voyant en fait, comment dire, les trous, en fait, les gouffres financiers qu'un certain nombre de mesures sociales ont entraîné, notamment les questions d'évacuation sanitaire, de dialyse, les voyages officiels. Lorsqu'on a fait l'état des lieux, on s'est rendu compte que il y avait autour de ces mesures sociales-là, en fait, des mécanismes de détournement, de corruption de ci, de là, de sorte que, en fait, véritablement, les mesures profitent plus à d'autres personnes qu'aux personnes même qui étaient concernées. Et donc, il fallait arrêter et faire l'état des lieux. Donc, ce qui a été en 2019, donc, il y a une suspension, en fait, de ces subventions-là. Donc, à partir de ce moment-là, les dialysés étaient livrés à eux-mêmes et bienvenue les difficultés, notamment les difficultés financières. Vous savez, quelle que soit votre bourse, la dialyse, pour ce que j'ai entendu, ça bouffe énormément.
il faut avoir minimum 150 000 francs par semaine, en fait, pour les séances de dialyse. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est dans cela que vous voyez, en fait, les gens lancer des appels publics et de fonds, d'accord. On devient, excusez-moi, quelque peu de la mendicité pour quand même continuer, espérer de continuer à vivre. Et beaucoup de plaidoyers ont été faits par différentes organisations, par les malades, différentes associations pour que le gouvernement revienne sur en fait la mesure de gratuité. Mais en fait, un gouvernement, puisque c'est une mesure d'ordre social, mais ça entraîne des coûts. Il faut voir l'impact que ces coûts-là peuvent avoir. Et donc, nous pensons qu'au fur et à mesure, on est en train de chercher des solutions palliatives. Peut-être lorsque les ressources, en fait, nous permettront, le gouvernement pourra faire davantage. Donc, ce qui a été possible de faire maintenant, c'est de déshonorer, en fait, des droits de douane, oui. En fait, l'importation de tout le dispositif en ce qui concerne c'est que de l'estimation qui a été faite. Si une séance de dialyse devait vous coûter, par exemple, 75 000 avec ce qui se passe, ça viendrait environ à 50 000. Donc, c'est une diminution majeure en ce sens-là. Mais malgré ça, les gens réclament la gratuité malgré à 0 francs. Malgré ça, oui. Vous savez, c'est ce qui était réclamé. J'ai noté même au cours de la semaine après le truc là, la conférence de presse d'une association, je pense que c'est Dialyse Vie Bénin, quelque chose comme ça, qui a repris en fait du travail en demandant toujours que oui, ce qui est fait, c'est un pas majeur, ça va soulager, mais il reste que véritablement ça continue d'être une difficulté et donc si l'État pouvait revenir aux mesures de gratuité, ça pourrait être un offre de soulagement pour ces derniers-là. L'essentiel c'est bon qu'ils continuent le plaidoyer et comment dire, le gouvernement va sans doute arbitrer, voir ce qui peut être possible de faire dans les années à venir. Mais contentons-nous déjà de ce que nous avons, de ce que la République a accepté, d'accord, de consentir pour venir un peu au secours des dialysés. Donc, et si on finit de dire ça, on revient toujours sur la question de prévention pour dire, je ne suis pas peut-être, agent de santé, je ne m'y connais pas trop, mais c'est de demander que les gens s'informent davantage sur qu'est-ce qui, en fait, peut entraîner ça, comment on peut se comporter pour éviter, en fait, le risque d'être pris par cette affection-là. Et donc, à partir de ce moment-là, on va demander aux uns et aux autres d'être davantage vigilants sur leurs questions de santé pour que cela ne nous entraîne pas. Parce qu'en vérité, quand vous observez, on tombe rapidement dans l'indigence, hein, quel que soit, en fait, le statut que vous avez, parce que voilà quelque chose qui vous bouffe votre santé, qui bouffe votre bourse, d'accord, et quelque peu votre mental, parce que quand vous le voyez, véritablement, ça ne fait pas bon avoir. Bien sûr. Alors, M. Tchoumako, entre exonération et gratuité, qu'est-ce qui répond véritablement aux difficultés des personnes malades, de ces personnes malades? Il faut que les Béninois comprennent, et ce que je le dis, c'est-à-dire, vous savez, la vérité est amère, les gens n'aiment pas la vérité. Il ne peut jamais avoir gratuité, écoutez bien, hein, il ne peut jamais avoir gratuité de la dialyse dans n'importe quel état de l'Afrique. Quand nous prenons toute l'Afrique, pour faire une dialyse, le pays dans lequel on fait de dialyse et c'est moins cher, c'est la Côte d'Ivoire. Je le dis, preuve à l'appui. Parce que nous avons aujourd'hui un journaliste qui est actuellement là-bas, puisque le coût est élevé ici. Il a cherché, il a couru partout, finalement il est là-bas. C'est connu de tout le monde, hein, le journaliste dont je parle. Et je pense quand même que c'est la Côte d'Ivoire, dans toute l'Afrique, c'est en Côte d'Ivoire que le coût de dialyse est moins cher. Et c'est 17 000 francs. 17 000 francs par séance. Vous comprenez ce que je dis? Le Burkina Faso est en train d'expérimenter ça. Mais ça n'a pas encore pris. Le Burkina Faso, il y a un mois, a annoncé qu'ils vont essayer de commencer par faire ça à 20 000 francs. Ça n'a pas pris. Aujourd'hui,
Patrice Talon, le gouvernement de la République du Bénin a fait un grand pas, un pas de géant. On a exonéré des frais de douane et consorts. Le Conseil des ministres l'a stipulé. Donc, tout calcul fait, le coût est relativement bas aujourd'hui en République du Bénin, mais pas, ce n'est pas encore à 20 000. Vous comprenez ce que je dis? Oui, bien évidemment. Nous sommes en train de venir, mais je pense quand même que quand on parle de la santé a un coût. Disons les choses terre à terre. La santé a un coût, et quand vous tombez malade, même si le gouvernement vous soutient, vous-même, vous devez mettre la main dans la poche. Je ne souhaite à personne cette maladie, je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi, mais je pense quand même qu'il ne peut jamais avoir gratuité de, comment vous appelez ça, de la dialyse en République du Bénin. Boni Yayi avait annoncé, quand il était venu au pouvoir lors de son premier mandat, il avait parlé de la gratuité de la césarienne. Vous comprenez ce que je dis? Bien évidemment. Mais la gratuité de la césarienne aux femmes enceintes. Je vous avoue que oui, il y avait gratuité de la césarienne, mais quand on parle de la gratuité de la césarienne, en ce moment, c'est l'acte, c'est l'opération. C'est l'opération, c'est-à-dire l'argent qu'il faut aller payer à la caisse, les 100 000 francs qu'il faut aller payer à la caisse avant que la femme ne suive l'intervention chirurgicale. C'est ça qui est exonéré. Tout ce qui reste, les kits à payer, c'est vous-même qui allez payer ça. Donc je pense quand même que nous allons encourager le gouvernement à poursuivre sa politique pour que nous tendons vers la gratuité. Mais une chose est claire, il ne peut jamais avoir gratuité de la dialyse en Afrique. Même en Europe, ce n'est pas une réalité. Merci. Merci, M. Tchoumakou. M. Tomati, comment voyez-vous l'avenir de la politique de santé au Bénin? C'est une thèse, hein? Mais on a bien démarré avec l'exonération sur les kits. Mais comment voyez-vous, est-ce que c'est déjà un bon pas? C'est pour vous dire en fait que le champ de la question est quand même assez vaste, d'accord, très large. Et pour tenter de se construire, je dis que nous avons de très belles perspectives. Nous avons de très belles perspectives parce que quand on parle de questions de santé, qu'ils vous souviennent, la difficulté majeure que nous avions, et surtout quand les agents de santé entrent en grève, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils ne parlent même pas de leurs conditions de travail, ils parlent du plateau technique, que nous n'avons pas ce qu'il faut pour travailler. Et que même pour des affections bénignes, on est obligé en fait de faire évacuer en fait les personnes. Le malade, vous allez faire le diagnostic, vous savez ce qu'il faut faire, mais vous n'avez pas en fait ce qu'il faut pour le soigner. Ça fait mal lorsqu'on est professionnel d'un domaine comme ça. Et qu'est-ce qu'il a commencé par être fait depuis 2016-2017? C'est de travailler à ce que les hôpitaux existants commencent par être véritablement fournis, d'accord, à renforcer le plateau technique, à ouvrir en fait d'autres sortes de laboratoires, à, d'une certaine manière, continuer à équiper les hôpitaux de zone. Et pour finir, ce que le joyau que nous sommes en train d'avoir à Calavi, qui porte bien son nom de chic, et tout ce qu'on nous a dit de bien par rapport à des affections particulières pour lesquelles on a besoin forcément de voyager pour se faire soigner. J'ai suivi la dernière fois, comment dire, le ministre de la Santé. C'est comme une séance de reddition de comptes avec la presse. Donc, c'est ce qui me permet de dire que véritablement, c'est vrai, nous n'avons pas encore coché toutes les cases. Il faut le dire, il faut le reconnaître, mais nous sommes suffisamment très avancés. Et aussi, par rapport à la ressource humaine, nous avions un problème, notamment par rapport d'abord à la médecine générale et à la spécialisation. Les nôtres avaient pour propension, en tenant compte en fait du contexte dans lequel nous sommes, jeunes médecins qui ont envie d'exercer, et voyant le contexte, pour la plupart, en fait, prennent le large d'une certaine façon, c'est-à-dire vont aller vendre les compétences ailleurs. Aujourd'hui, il y a en fait des mesures, en fait, des mesures de rétention d'une certaine façon, en fait, pour davantage motiver en fait les jeunes médecins de toute spécialité à pouvoir rester
à pouvoir se renforcer s'il le faut pour, d'une manière ou d'une autre, continuer à satisfaire les besoins de santé de plus en plus accrus que nous avons. Et donc, je peux dire, sans risque de me tromper, en m'alignant en fait sur les mots du ministre de la Santé que j'ai suivi il y a quelques jours, le ministre Benjamin Moupati, que véritablement la maison santé au Bénin se porte davantage mieux et les actions continuent pour en fait davantage l'améliorer. Monsieur Tchoumakou, que pensez-vous de l'avenir de la santé publique au Bénin? Oui, la santé publique pour moi a un avenir vraiment radieux parce que vous savez, si dans toute l'Afrique de l'Ouest, le Bénin arrive à avoir désormais ce que nous appelons le CHIC, c'est-à-dire l'hôpital de référence qui peut servir toute l'Afrique. Je pense que c'est un pas de géant, et ça porte bel et bien les griffes du Bénin, ça porte les griffes du gouvernement de la rupture. Et je pense qu'en l'état, le gouvernement doit continuer la réflexion des centres de santé publique à l'intérieur du pays. Et le gouvernement doit continuer à doter des plateaux techniques plus performants certains hôpitaux, certains centres de santé, pour que les gens ne soient toujours pas obligés de quitter telle zone pour aller telle zone. Je veux parler des zones sanitaires, parce que on vous dit par exemple que bon, il y a eu accident et que bon, en état, on ne peut pas, que le scanner ne marche pas dans tel hôpital ou dans tel centre hospitalier. Je pense quand même que le gouvernement est en train de poser des jalons. Nous allons continuer à encourager le gouvernement et l'amener à faire davantage, parce que c'est son rôle. Notre constitution dit que le gouvernement doit nous garantir la sécurité, la santé. Donc la santé avant tout. Sans la santé, nous ne pouvons pas être debout ici en train de servir la vérité au peuple béninois. Sans la santé, je pense que cette chaîne de télévision ne peut pas continuer à tourner. Et je pense que le gouvernement béninois est à l'écoute. Avec le budget général de l'État, si vous faites un tour et vous essayez de décortiquer un peu, il y a assez de milliards injectés, des milliards qui seront injectés en 2026 dans nos hôpitaux, dans nos centres de santé publique. 2026 ou 2025 2025, toutes mes excuses, 2025. Écoutez, on n'a pas encore le budget 2025, on a un projet de budget. Je parle du projet général qui a été, du budget général qui a été transmis à l'Assemblée nationale. Donc je pense quand même que le gouvernement anticipe sur beaucoup de choses et nous devons l'encourager à essayer de réaliser ces actions qui, d'une manière ou d'une autre, vont contribuer au développement sanitaire de notre cher et beau pays, le Bénin. Merci, Monsieur Adrien Tchoumakou. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition du Grand Soir. Ce fut un plaisir pour moi et pour nos invités, Monsieur Adrien Tchoumakou, journaliste, analyste politique, et Monsieur Julio Tometti, juriste et analyste politique, sur les questions de l'accessibilité des logements sociaux et de la possible gratuité de la dialyse au Bénin. Merci d'être resté avec nous du début à la fin et à demain pour un autre Grand Soir.